1300 personnes. C'est tout ce qui reste de l'une des lignées humaines les plus anciennes de la planète. Pendant que vous lisez ceci, les Hadzabe de Tanzanie se réveillent pour chasser les sangliers sauvages de la même manière que leurs ancêtres le faisaient quand les Égyptiens ne rêvaient même pas encore de construire des pyramides. Ce n'est pas une mise en scène pour les touristes. Ce n'est pas un rituel symbolique. C'est une survie réelle, avec du sang réel, sur une terre où une erreur signifie la mort, et le monde ne sait même pas qu'ils existent. Si vous êtes passionné par les animaux sauvages et les vrais documentaires, ne quittez pas cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Le soleil ne s'est pas encore levé sur le lac Eyasi quand Goudo ouvre les yeux. Il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de téléphone portable vibrant sur la table de chevet. Le corps sait simplement que c'est l'heure. 40 000 ans de mémoire génétique ont programmé ce réveil pour qu'il se produise au moment exact où l'obscurité commence à céder la place au premier ton de gris à l'horizon. Goudo se lève de sa cabane faite de branches, de feuilles et d'herbes sèches, une structure qui peut être montée en moins de 2 heures et abandonnée le lendemain sans aucun remords. Les Hadzabe ne s'attachent pas au lieu. Ils ne s'attachent qu'à ce qui maintient la vie en marche. Il observe le paysage autour de lui. La vallée du Rift s'étend sur des kilomètres dans toutes les directions, un paysage de savane parsemé d'acacias tordus et de baobabs géants qui semblent avoir été plantés à l'envers par quelques dieux distraits. La température est encore basse, peut-être 15 degrés, et l'humidité de la nuit a laissé une fine couche de rosée sur tout. Dans quelques heures, le thermomètre va grimper à plus de 35 degrés, transformant chaque mouvement en un exercice d'endurance. La fenêtre de chasse est étroite. Il faut en profiter. Goudo marche jusqu'à l'endroit où il garde ses outils, un arc en bois de mutateko, un arbre local dont la fibre est assez flexible pour se plier sans casser, mais assez résistante pour stocker de l'énergie comme un ressort comprimé. Des scientifiques qui ont étudié les Hadzabe ont mesuré la force nécessaire pour tendre complètement cet arc, 311 newtons. Cela équivaut à environ 70% du poids corporel d'un homme adulte. Imaginez tenir un sac de ciment de 30 kg avec les doigts d'une seule main en maintenant la position stable tout en visant une cible en mouvement à 30 mètres de distance. C'est ce que Goudo fait chaque matin. Les flèches sont organisées dans un petit récipient en cuir. Il en existe 3 types différents, chacun ayant une fonction spécifique. Les flèches avec une pointe en bois durci au feu servent pour les oiseaux et les petits animaux. Les flèches avec une pointe en métal forgé, fabriquée à partir de clous et de vieux outils échangés avec des tribus voisines, fonctionnent pour les petites antilopes. Mais aujourd'hui, Goudo cherche autre chose. Il sélectionne les flèches empoisonnées, celles qui portent une substance noire et collante juste en dessous de la pointe métallique. Aujourd'hui, il part à la recherche d'un sanglier sauvage. Pensez à la situation un instant. Un homme de 60 kilos, armé seulement d'un morceau de bois courbé et de quelques tiges pointues, va affronter un animal qui peut peser 150 kilos, courir à 48 km par heure et possède des défenses courbes capables de déchirer la chair comme des couteaux de boucher. Les défenses inférieures d'un sanglier adulte deviennent tranchantes comme des rasoirs et peuvent atteindre 15 cm de long. Les supérieures, encore plus impressionnantes, atteignent 60 cm chez les vieux mâles, se courbant vers le haut comme des cimmetières osseux. Un coup direct dans l'abdomen peut éviscérer un être humain en quelques secondes. Comment quelqu'un peut-il seulement envisager cette possibilité? La réponse réside dans le venin. Les Hadzabe appellent Panjuko la substance extraite de la rose du désert, une plante succulente aux fleurs roses qui pousse dans peu d'endroits autour du lac Eyasi. Le processus de fabrication est long et dangereux. D'abord, les branches de la plante sont coupées et écrasées jusqu'à former une pulpe humide. Ensuite, cette pulpe est pressée pour extraire le jus laiteux qui contient des glycosides cardiaques, des composés chimiques qui interfèrent avec le fonctionnement du cœur. Le liquide est ensuite bouilli lentement dans un pot en terre cuite jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore, laissant derrière elle un résidu noir et visqueux comme du goudron. Les Hadzabe ont également développé une relation extraordinaire avec un petit oiseau gris-brun appelé indicateur de miel. Quand un chasseur veut trouver une ruche, il émet des sifflements spécifiques
ou frappe sur des troncs d'arbres avec un rythme particulier. L'oiseau, reconnaissant ces signaux, répond par son propre appel et commence à voler en direction d'une ruche qu'il ne peut pas ouvrir lui-même. Le chasseur suit l'oiseau parfois sur des kilomètres, jusqu'à atteindre le trésor de miel caché à l'intérieur d'un baobab ou d'un acacia. Après avoir utilisé de la fumée pour calmer les abeilles et récolter le miel, le chasseur laisse un morceau de cire pour l'oiseau en guise de paiement. Ce partenariat entre humains et oiseaux sauvages existe depuis si longtemps que les deux espèces ont développé des comportements spécifiques pour le faciliter. Aucun contrat n'a été signé, aucune loi n'a été écrite. Seuls 40 000 ans de coopération mutuelle ont créé l'une des relations les plus remarquables entre les humains et les animaux sauvages sur la planète. Ce résidu est façonné en petites boules qui peuvent être transportées pendant des semaines sans perdre leur puissance. Quand vient le moment de chasser, le chasseur humidifie la substance avec de la salive, l'amollit entre ses doigts et l'applique soigneusement autour de la pointe de la flèche, juste en dessous du métal. Le venin ne tue pas instantanément. Il agit sur le système cardiovasculaire de l'animal, provoquant d'abord une faiblesse dans les jambes, puis une léthargie progressive, et enfin un effondrement total. Selon la taille de la proie et la précision du tir, ce processus peut prendre de 20 minutes à plusieurs heures. Goudo connaît aussi un autre type de venin, extrait d'une plante différente appelée shanjo. Celui-ci est encore plus puissant, mais aussi plus rare et difficile à trouver. Ces dernières années, avec le territoire Hadzabe qui rétrécit de plus en plus en raison de l'invasion des bergers et des agriculteurs des tribus voisines, beaucoup de plantes utilisées traditionnellement sont devenues inaccessibles. La zone que les Hadzabe occupaient dans les années 50 était 3 fois plus grande que l'actuelle. Aujourd'hui, il ne reste que quelques dizaines de milliers d'hectares, et même ceux-ci sont sous une menace constante. Le groupe de chasse se forme silencieusement. En plus de Goudo, 3 autres hommes se joignent, dont un adolescent d'environ 14 ans qui apprend les techniques ancestrales. Il n'y a pas de cérémonie de départ. Il n'y a pas de discours de motivation. Les Hadzabe ne gaspillent pas d'énergie avec des mots inutiles. La communication se fait par des regards, des gestes subtils et une compréhension partagée qui vient de décennies passées à vivre, dormir et chasser ensemble. Ils partent en direction d'un point d'eau connu, où les traces dans la boue indiquent que des sangliers sont venus pendant la nuit. La saison sèche concentre les animaux autour des rares sources d'eau restantes, rendant la chasse plus prévisible, mais aussi plus dangereuse. Les prédateurs le savent, les sangliers le savent aussi. Chaque visite à l'abreuvoir est un jeu de nerfs, où n'importe quel son étrange peut signifier la différence entre étancher sa soif et devenir un repas. Les chasseurs se déplacent en formation dispersée, gardant une distance suffisante pour couvrir une large zone, mais assez proche pour communiquer par de bas sifflements. Le sol sous leurs pieds est un mélange de terre sèche et de pierres instables qui exigent une attention constante. Un faux pas, une branche cassée au mauvais moment, et toute la chasse sera compromise. Les Hadzabe ont développé au cours des millénaires une façon de marcher, qui distribue le poids du corps différemment, permettant des mouvements presque silencieux, même sur un terrain difficile. L'adolescent observe chaque mouvement, des plus âgés. Il n'a pas reçu d'instruction verbale. Personne ne s'est assis avec lui pour lui expliquer la théorie de la chasse. L'apprentissage se fait par l'observation et l'imitation, une méthode qui a parfaitement fonctionné pendant 400 siècles sans besoin de manuel ou de salle de classe. Quand il commettra une erreur, il s'en apercevra par les regards des autres. Quand il réussira, il recevra un signe de tête presque imperceptible d'approbation. C'est toute l'éducation formelle dont un jeune Hadzabe a besoin. Pourquoi ce savoir n'a-t-il pas été perdu, comme cela est arrivé à tant d'autres cultures à travers le monde? La réponse réside dans la structure sociale unique des Hadzabe. Contrairement à pratiquement toutes les autres sociétés humaines, ils n'ont pas développé de hiérarchie. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de conseil des anciens avec pouvoir de décision. Il n'y a pas de propriété privée au sens traditionnel. Chaque individu est libre d'aller et venir quand il veut, de chasser où il préfère et d'être en désaccord avec n'importe quelle proposition sans crainte de punition. Les décisions qui affectent le groupe sont prises par consensus à travers des discussions ouvertes où la
voix d'un enfant a le même poids théorique que la voix d'un chasseur expérimenté. Cette égalité radicale s'étend à la distribution de la nourriture. Quand un chasseur abat une grande proie, il n'est pas le propriétaire de cette viande. La communauté entière a un droit automatique à une part. Le chasseur lui-même peut recevoir une portion identique ou même plus petite que les autres membres du groupe. Cette pratique, que les anthropologues appellent l'économie du don, élimine tout avantage à accumuler plus que le nécessaire pour la consommation immédiate. Si vous ne pouvez pas stocker, il n'est pas logique d'avoir plus. Si tout le monde reçoit la même chose, il n'y a pas d'incitation à une compétition destructrice. Le groupe arrive au point d'eau vers 8 heures du matin. Les traces sont fraîches, probablement de la nuit précédente. Des empreintes profondes dans la boue indiquent des animaux lourds. La forme caractéristique des sabots, plus étroits que ceux des porcs domestiques, confirme qu'il s'agit de sangliers sauvages. Les chasseurs se positionnent en des points stratégiques autour de la zone, partiellement cachée par la végétation basse, et commencent à l'attente. Chasser n'est pas seulement de l'action. Chasser est principalement de la patience. Les cœurs passent lentement. Le soleil monte dans le ciel et la température augmente de façon constante. Les Hadzabe n'ont pas apporté d'eau avec eux. Ils connaissent des plantes dont les racines stockent du liquide et peuvent être mâchées en cas de besoin extrême. Ils connaissent aussi les signes de déshydratation et savent exactement jusqu'où ils peuvent pousser leur corps avant de compromettre leur capacité de réaction. Ce savoir ne vient pas de livres de physiologie. Il vient de générations d'expériences transmises de père en fils par l'exemple silencieux. Vers midi, quand la chaleur est déjà presque insupportable, l'adolescent perçoit un mouvement dans la végétation de l'autre côté de l'abreuvoir. Ses yeux jeunes sont plus aiguisés que ceux des chasseurs plus âgés. Il se fige sur place, respiration contrôlée, et émet un sifflement très bas qui se distingue à peine du vent dans les feuilles. Les autres comprennent immédiatement. Un sanglier mâle émerge de la forêt, prudent comme tout animal qui a survécu assez longtemps pour développer des cicatrices. Son corps est couvert de poils sombres et clairsemés, la peau épaisse marquée par des rencontres antérieures avec des prédateurs et des rivaux. Les verrues caractéristiques qui donnent son nom à l'espèce, des protubérances de tissu conjonctif qui protègent les yeux pendant les combats, sont bien développées, indiquant un animal mature. Les défenses inférieures brillent d'un ton jaunâtre d'ivoire usé. Ce sanglier a déjà affronté des lions et a survécu. Il a déjà disputé des femelles et a gagné. Il a déjà échappé à des pièges et à des chasseurs moins habiles. Mais il n'a jamais affronté Gudo. Le sanglier s'approche de l'eau avec la confiance de celui qui domine son territoire. Il s'arrête au bord de l'abreuvoir, lève le groin pour flairer l'air, tourne les oreilles dans toutes les directions à la recherche de son suspect. Les Hadzabe restent absolument immobiles. Pas une paupière ne bouge. La discipline corporelle développée au cours des décennies leur permet de contrôler même les réflexes involontaires qui dénonceraient normalement la présence d'un prédateur à l'affût. Gudo évalue la distance entre le chasseur et la proie. Environ 25 mètres. La flèche empoisonnée de Gudo, lorsqu'elle est tirée à pleine force, atteint une vitesse de 45 mètres par seconde. C'est plus rapide que la plupart des voitures dans une rue résidentielle. L'énergie cinétique au moment de l'impact tourne autour de 37 joules, suffisant pour pénétrer le cuir épais et atteindre le tissu musculaire ou, avec de la chance, un organe vital. Mais la vitesse et l'énergie ne signifient rien sans précision. Le sanglier baisse la tête pour boire. C'est le moment de vulnérabilité maximale. Les yeux sont temporairement obscurcis par la structure même du crâne, l'attention détournée vers l'acte d'étancher sa soif. Gudo lève l'arc d'un mouvement fluide qui semble se produire au ralenti. La corde est tirée jusqu'à toucher la joue, les muscles du bras, de l'épaule et du dos travaillant en parfaite harmonie. La visée est instinctive, résultat de milliers de répétitions depuis l'enfance. La flèche vole. Le son du tir est presque imperceptible, un murmure d'air coupé qui se perd dans le bruit ambiant de la savane. Le sanglier n'a pas le temps de réagir. La pointe métallique frappe son flanc droit, juste derrière la patte avant, pénétrant d'environ 10 cm avant de s'arrêter. Ce n'est pas un tir fatal. Il n'a pas touché le cœur ni le poumon, mais il n'avait pas besoin de les toucher. Le venin a déjà commencé son travail. L'animal fait un bon réflexe et s'élance vers la végétation, disparaissant en quelques secondes. Les chasseurs ne courent pas après.
Il n'y a pas d'urgence. Les glycosides cardiaques circulent maintenant dans le système sanguin du sanglier, interférant avec le fonctionnement des cellules du muscle cardiaque. Chaque battement du cœur accéléré par la fuite distribue plus de venin dans l'organisme. Courir ne fait qu'accélérer le processus. Goudo se lève calmement et marche jusqu'au point où la flèche a touché l'animal. Sur le sol, des taches de sang indiquent la direction de la fuite. La couleur du sang, rouge vif avec de petites bulles, suggère que la flèche a pu effleurer un poumon. Si c'est vrai, l'animal tombera plus vite. Sinon, cela peut prendre 1 ou 2 heures. De toute façon, le résultat est certain. Les Hadzabe suivent la trace sans hâte, parlant bas entre eux. L'adolescent pose des questions pour la première fois, pointant des marques sur le sol, des branches cassées, des feuilles tachées de rouge. Les plus âgés répondent par des explications brèves, des démonstrations pratiques, des corrections subtiles. C'est cela, la salle de classe. C'est cela, le programme scolaire. Du sang, des traces et du silence. Après environ 40 minutes de marche, il trouve le sanglier couché sous un buisson, la respiration haletante, les yeux vitreux. Le venin a rempli sa fonction. L'animal est encore en vie, mais n'a plus la force de fuir ou d'attaquer. Goudo s'approche avec respect. Il n'y a pas de cruauté dans son regard, seulement la reconnaissance que cette créature est sur le point de se transformer en vie pour sa communauté. Le coup final est rapide et précis. Un couteau en métal, également obtenu par échange avec des tribus voisines, traverse la jugulaire de l'animal, mettant fin à ses souffrances en quelques secondes. Le sang qui jaillit est collecté dans une cavité faite dans le sol même. Rien ne sera gaspillé. Ce qui se passe ensuite en révèle plus sur les Hadzabe que n'importe quelle description de leur technique de chasse. Le foie est retiré en premier et grillé immédiatement sur un feu improvisé. C'est le seul moment où les chasseurs mangent avant de rapporter de la nourriture au campement. Le foie est riche en nutriments qui doivent être consommés frais, et la tradition veut que les chasseurs aient droit à cette portion en reconnaissance de l'effort de la chasse. Mais même ici, le partage est égalitaire. Chacun des 4 hommes reçoit un morceau de la même taille, indépendamment de qui a tiré la flèche fatale. La carcasse est ensuite préparée pour le transport. Le cuir est retiré soigneusement pour être utilisé plus tard comme matériau pour les vêtements, les cordes et les récipients. Les organes internes sont séparés en catégories. Certains, comme le cœur et les reins, seront partagés entre toutes les familles du campement. D'autres, appelés épémés, sont réservés à des rituels spécifiques auxquels seuls les hommes adultes initiés peuvent participer. La viande est coupée en morceaux gérables et distribuée entre les chasseurs pour être rapportée. Le poids total du sanglier abattu est d'environ 70 kilos, après déduction des viscères et du sang perdu. Divisé entre 4 hommes, chacun porte environ 17 kilos sur le dos pendant les plusieurs kilomètres de retour au campement. L'adolescent porte une portion plus petite, mais toujours significative. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de négociation. Chacun assume sa part du travail comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Comment cette culture du partage absolu a-t-elle survécu alors que tant d'autres sociétés ont développé la propriété privée, les classes sociales et l'accumulation de richesses? La réponse peut résider dans l'environnement dans lequel vivent les Hadzabe. Qu'une savane où la température peut varier de 30 degrés en une seule journée, où la pluie peut manquer pendant des mois consécutifs, où des prédateurs rôdent dans chaque touffe d'herbe, la survie individuelle est pratiquement impossible. Même le chasseur le plus habile passe la plupart de ses journées sans rien obtenir. Même la collectrice la plus expérimentée rentre parfois les mains vides. La seule façon de garantir que personne ne meurt de faim est de s'assurer que tout le monde partage tout. Les anthropologues ont observé que les Hadzabe les plus performants à la chasse n'obtiennent aucun avantage reproductif sur les moins habiles. Avoir plus d'enfants, accumuler plus de partenaires ou vivre plus longtemps n'est pas corrélé à la quantité de viande qu'un homme rapporte au groupe. Le seul avantage d'être un bon chasseur est le respect des autres, une monnaie sociale qui ne peut être ni gardée, ni prêtée, ni héritée. Le groupe arrive au campement en fin d'après-midi. Les femmes et les enfants sont déjà réunis, préparant des feux et organisant les tubercules et les fruits collectés pendant la journée. L'arrivée de la viande provoque une réaction contenue de satisfaction, mais personne ne montre d'excitation exagérée. Les Hadzabe considèrent l'ostentation émotionnelle aussi inappropriée que l'ostentation matérielle.
La joie existe, mais elle s'exprime de manière discrète. La distribution commence immédiatement. Chaque famille résidant dans le campement, environ 10 noyaux formés par les adultes et leurs enfants, reçoit une portion de viande. Le processus n'est supervisé par aucune autorité. Les femmes s'approchent simplement, évaluent ce qui est disponible, prennent ce qu'elles considèrent comme juste et s'éloignent pour préparer le repas de leur famille. Si quelqu'un prenait plus qu'il ne devrait, il serait la cible de commérages, de moqueries et d'un éventuel ostracisme. Cette pression sociale est aussi efficace que n'importe quelle loi écrite. Les enfants mangent en premier. Non pas parce qu'il existe une règle formelle le déterminant, mais parce que dans une société où tous dépendent les uns des autres, s'assurer que les plus vulnérables sont nourris est simplement évident. Les personnes âgées qui ne peuvent plus chasser ou collecter reçoivent des portions identiques à celles des adultes productifs. Personne n'est abandonné pour être devenu moins utile. La communauté porte ses membres les plus faibles, de la même manière que les membres les plus forts portent la viande de la chasse. Considérez le contraste avec la société moderne. Dans des villes où la nourriture surabonde sur les étagères des supermarchés, des millions de personnes dorment le ventre vide parce qu'elles n'ont pas d'argent pour acheter ce dont elles ont besoin. Dans des pays où la technologie permet de produire plus d'aliments que jamais, des enfants meurent de malnutrition pendant que des adultes jettent de la nourriture à la poubelle. Les Hadzabe, avec leurs cabanes d'herbe et leurs flèches empoisonnées, ont résolu un problème que les sociétés les plus avancées de la planète n'ont pas encore réussi à résoudre. La nuit tombe sur le lac Eyasi. Les feux de camp éclairent les visages des Hadzabe pendant qu'ils discutent, mangent et finissent par chanter des chansons dont les paroles ont été composées avant que n'existe toute langue écrite. Le rituel de l'épème aura lieu dans quelques nuits, quand la lune ne sera pas visible dans le ciel. Les hommes porteront des coiffes de plumes d'autruche et danseront au rythme de hochets attachés aux chevilles, invoquant les esprits des ancêtres, tandis que les femmes chanteront en réponse. La science moderne a découvert quelque chose de fascinant sur les Hadzabe ces dernières années. Leur système digestif abrite une diversité de bactéries intestinales qui surpasse n'importe quelle population urbaine étudiée. Ce microbiote riche, alimenté par les plus de 100 grammes de fibres qu'ils consomment quotidiennement à travers les tubercules et les fruits sauvages, peut expliquer pourquoi les Hadzabe ne souffrent pratiquement pas de maladies métaboliques qui dévastent le monde industrialisé. L'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiaques, le syndrome du côlon irritable, tout cela est virtuellement inconnu chez ces personnes qui vivent de la manière la plus ancienne que l'humanité connaisse. Pour mettre cela en perspective, la personne moyenne dans les pays développés consomme environ 15 grammes de fibres par jour. Les Hadzabe en consomment 10 fois plus. Cela équivaut à manger 50 bols de céréales matinales chaque jour. Cette quantité extraordinaire de fibres nourrit des billions de bactéries bénéfiques qui, en échange, produisent des composés essentiels pour la santé de l'intestin et du corps tout entier. Quand les scientifiques ont comparé le microbiome des Hadzabe avec celui d'Italiens urbains, ils ont trouvé des différences si profondes qu'ils semblaient regarder deux espèces différentes. Plus intriguant encore est la variation saisonnière. Pendant la saison sèche, quand les Hadzabe mangent plus de viande de chasse, certaines bactéries disparaissent pratiquement de leurs intestins. Quand arrive la saison des pluies et que le régime change pour plus de fruits et de miel, ces mêmes bactéries reviennent comme si elles n'étaient jamais parties. Le microbiome Hadzabe est un écosystème vivant qui répond à l'environnement de la même manière que la savane autour de lui répond aux pluies. Rien n'est perdu pour toujours. Tout peut être récupéré si les bonnes conditions sont restaurées. Des chercheurs de Stanford ont documenté que lorsque des personnes de sociétés industrialisées passent seulement 3 jours à manger comme les Hadzabe, la diversité de leurs bactéries intestinales augmente jusqu'à 20%. Le système microbiome humain, cet écosystème de billions d'organismes qui vivent en nous, se souvient apparemment de ce que c'était que d'être nourri de la bonne manière. Les bactéries que nous avons perdues au cours de 10 000 ans d'agriculture et d'industrialisation n'ont pas complètement disparu. Elles attendent simplement les bonnes conditions pour revenir. Mais les Hadzabe n'ont pas le temps de s'inquiéter des microbiomes ou de la diversité bactérienne. Leur préoccupation est plus immédiate. Chaque année, leur territoire rétrécit un peu plus.
Des bergers de la tribu d'Atoga amènent du bétail paître sur les terres que les Hadzabe utilisaient pour chasser. Des agriculteurs de la tribu Iraq-W déboisent des zones de forêt pour planter du maïs et des haricots. Le gouvernement tanzanien, bien qu'ayant accordé des droits officiels sur 57 000 acres de terre en 2011, ne parvient pas à empêcher l'invasion constante. Les jeunes Hadzabe sont envoyés dans des écoles où ils apprennent le swahili, l'anglais et les mathématiques, mais ils n'apprennent pas à identifier les traces de sangliers ou à préparer le venin de flèches. Des touristes arrivent en jeep à 6 heures du matin pour assister à des chasses mises en scène et à des danses traditionnelles réalisées à des horaires pratiques. L'argent qu'ils paient arrive rarement entre les mains des Hadzabe eux-mêmes, restant chez les opérateurs de tourisme et les fonctionnaires du gouvernement. Et avec l'argent arrivent des boissons alcoolisées, qui n'ont jamais fait partie du régime traditionnel et qui causent de graves problèmes de dépendance dans certaines communautés. Dans 50 ans, peut-être moins, les Hadzabe tels que Goudo les connaît pourraient ne plus exister. Leurs enfants pourraient travailler comme guides touristiques ou agents de sécurité dans des hôtels de luxe construits pour des visiteurs qui veulent expérimenter l'Afrique sauvage sans les inconvénients d'y vivre réellement. La langue Hadzane, avec ses clics uniques, qui ne sont apparentés à aucune autre langue connue sur la planète, pourrait ne survivre que dans les enregistrements des chercheurs. Les techniques de fabrication de venin, de pistage des proies, de lecture du comportement animal pourraient se perdre à jamais. Quand le soleil descend sur le lac Eyasi et que les Hadzabe partagent la viande du sanglier autour du feu, quelque chose se produit qu'aucune technologie ne peut reproduire. Il n'y a pas de hiérarchie dans le partage. Le chasseur qui a tué l'animal reçoit la même portion que le vieillard resté au campement. L'enfant mange avant le guerrier. 40 000 ans de sagesse condensés en un geste simple. Personne ne mange seul pendant qu'un autre a faim. Peut-être que le véritable trophée de cette chasse n'est pas le sanglier. C'est le souvenir que l'humanité a déjà su vivre d'une autre manière, qu'il a existé un temps et qu'il existe encore un lieu où le succès d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il accumule, mais à ce qu'il partage. Les Hadzabe ne chassent pas pour s'enrichir. Ils chassent pour que tous vivent un jour de plus. Et demain, avant que le soleil ne se lève, Goudo se réveillera à nouveau. Sans réveil, sans garantie, seulement avec la certitude que tant qu'il y aura un Hadzabe avec un arc à la main, 40 000 ans d'histoire continueront de respirer.